Les Gilets jaunes, une révolte populaire ou une jacquerie 2.0. Après un week-end de mobilisation et alors que les blocages se poursuivent aujourd'hui dans toute la France, tentative de clarification d'un mouvement et de ses revendications dans votre grande table des idées. Avec notre invité, le grand historien de l'immigration et de la classe ouvrière, Gérard Noiriel. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur d'études à l'EHESS, auteur du Creuset français, paru au Seuil, puis de Qu'est-ce qu'une nation chez Bayard. Cet automne, vous publiez une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, chez Agone Éditions. Une histoire de relation du pouvoir entre les dominants et les dominés qui souligne le rôle du peuple dans tous les grands événements qui ont fait l'histoire depuis la fin du Moyen-Âge. Comment réinscrire aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes dans cette histoire? Gilets jaunes, Gilets jaunes. Gilets jaunes! On est en dictature dans ce pays-là. On va y aller au conflit, on va y aller. Ce contre quoi ils protestent, c'est l'injustice aujourd'hui de la fiscalité en France. Et on voit au même moment un des patrons les mieux payés de tout le CAC 40 français refuser de payer ses propres impôts alors qu'il a gagné l'an dernier 16 millions d'euros. Pourquoi vous êtes là? On est là pour dire un ras-le-bol. Allez, mais là on sert à rien sur le trottoir, alors on y va. Allez, on y va les gilets jaunes. Gilets jaunes! On va où? À l'Élysée, on y va là? En fait, oui, je pense que ce mouvement relève de la jacquerie. La première des grandes jacqueries, ça a été extrêmement violent, c'était en 1358. Et il y avait à la fois les défaites militaires de Crécy, de Poitiers, les grandes compagnies qui dévastaient les campagnes, l'insécurité, la crise économique, et puis aussi une vague d'impôts. La France, on en a marre, on est insoumis. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens. Donc, on sent bien que la volonté, c'est de bloquer. Donc, il est temps que ça cesse, c'est ça la que vous êtes France. venu vous dire ce matin? Et c'est ce que j'ai dit dès hier. Je parle fort parce que j'ai envie qu'on m'entende. C'est juste une envie, j'ai envie qu'on m'entende. Mais entendre quoi? Que faut-il entendre, Gérard Noiriel? Qu'entendez-vous, vous? Si vous voulez, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils entendaient, mais ça part dans tous les sens et chacun interprète. C'est toujours comme ça, un mouvement social en fonction de leurs propres préoccupations, leurs intérêts, etc. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de replacer cet événement-là dans la longue durée, je dirais, de l'histoire des conflits populaires en France, parce que je crois que c'est une forme nouvelle de conflits populaires, mais on retrouve quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs à travers le temps. Oui. C'est une révolte populaire. Populaire, le terme, vous l'employez pour qualifier ce mouvement? Parce que, comme j'explique dans mon livre, pour moi, je ne confonds pas le populaire et les classes populaires. Pour moi, le populaire, c'est une relation sociale qui implique différents milieux, à la fois les gens d'en bas, comme on dit, mais aussi ceux d'en haut. Parce que même le vocabulaire qu'utilisent les gens qui luttent, eh bien, ils ne l'ont pas inventé. Ils le reprennent très souvent des dominants, et puis à l'inverse, quand il y a une lutte sociale, on le voit là dans l'extrait que vous avez montré, eh bien toutes les élites l'interprètent souvent de manière péjorative. Donc il y a toute une série aussi d'intérêts au niveau des dominants par rapport à une lutte populaire. Donc il y a une dialectique, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de retracer toute la chaîne du début jusqu'à la fin dans ce qu'on appelle un mouvement populaire. Alors il y a les slogans, ras-le-bol des taxes, il y a aussi eu la pétition qui a lancé le mouvement contre l'augmentation de la taxe du carburant, qui a recueilli plus d'1 million de signatures. Il y a ce premier mot d'ordre qui est cette opposition à une fiscalité nouvelle sur le carburant. Mais il y a au-delà de ça, dites-vous, un ras-le-bol généralisé. Il y a une France qui a mal partout. Oui, ça c'est une formule que j'apprécie. Elle vient de Pierre Bourdieu. Dans les années 70, on avait demandé à Pierre Bourdieu pourquoi finalement les syndicats de l'époque n'est plus la même aujourd'hui, mais pourquoi ils privilégiaient toujours les revendications salariales. Et Bourdieu disait justement parce que dans les classes populaires, la souffrance est multiple et il faut trouver des mots qui unifient. Et donc des revendications qui unifient. C'est pour ça qu'il disait textuellement que les syndicats disaient j'ai mal au salaire au lieu de dire j'ai mal partout. Et c'est une formule que j'ai reprise d'ailleurs dans mon livre pour d'autres événements, comme les guerres dites de religion au XVIe siècle. Voilà, c'est le rapport au langage qui me semble très important. Et là, on peut dire que beaucoup de gens, mais on l'a entendu, disent j'ai mal à la taxe au lieu de dire j'ai mal partout. Mais quand on creuse un peu, on voit qu'ils ont mal partout.
Avec un sentiment d'être humilié, méprisé aussi par un pouvoir central ou... C'est une dimension de la souffrance populaire. Les revendications, la plupart du temps, sont économiques, bien sûr, parce qu'on va peut-être y revenir, c'est une dimension centrale aujourd'hui. L'aggravation des inégalités, les gens qui se sentent laissés pour compte par rapport aux services publics, etc. Mais il n'y a jamais que de l'économique. Il ne faut pas réduire les classes populaires à des gens qui se battent pour augmenter leur salaire, etc. Il y a aussi une dimension symbolique, culturelle, on pourrait dire, c'est la souffrance, elle est aussi quand on est privé de parole, quand on peut pas avoir accès, on n'est pas reconnu comme un citoyen légitime dans l'espace public. Alors on a vu réapparaître des mots, puisque vous parlez de l'importance du langage, des mots ou des slogans qui nous semblaient dépassés ou un peu anachroniques, comme le peuple crève à petit feu. Et dans la bouche des commentateurs, ce mot de jacquerie, est-ce que vous voyez dans ce mouvement des Gilets jaunes, vous, Gérard Noiriel, une nouvelle jacquerie, voire une jacquerie 2.0 ? Non, je pense que ces termes-là, si vous voulez, quand vous êtes face à un mouvement social assez inédit, faut bien le dire, vous puisez dans les références anciennes pour essayer de l'expliquer. Et l'histoire est là une ressource que tout le monde utilise. Et donc on a vu ce mot jacquerie, mais c'est un mot très péjoratif. Hein. Vous savez, c'est les révoltes paysannes. Les premières grandes jacqueries, c'est au XIVe siècle, au moment de la peste noire, où la moitié de la population européenne a disparu, donc où les paysans sont à la limite de la survie, et donc c'est des révoltes spontanées qui sont décrites après le mot jacquerie, vient des chroniqueurs, de ceux qui étaient au service des puissants de l'époque, dont l'historien Jean Froissart. Voilà, donc qui ont un langage dévalorisant, qui présente les paysans comme des sauvages. Il faut voir que ce mépris pour les paysans en France, il a duré jusqu'au XIXe siècle, pas civilisés, sauvages, brutaux, etc. Donc utiliser le terme de jacquerie, je veux dire, ceux qui le font, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se placent à la suite des dominants qui ont discrédité les luttes populaires. Sauf que les mots peuvent évoluer aussi. Ah bah oui, qu'est-ce que ça convoque aujourd'hui pour vous, ce terme de jacquerie ? Évidemment, peut-être que c'est parce que je suis historien que je sais le sens du mot jacquerie et qu'aujourd'hui c'est un peu neutralisé, je veux bien l'admettre. Mais malgré tout, il y a peut-être un inconscient derrière tout ça, parce que quand même ceux qui ont utilisé ce mot, c'était pas pour dire du bien du mouvement des Gilets jaunes, c'était plutôt pour dire que c'était pas la bonne lutte, c'était pas le bon combat, que il y avait des violences, enfin, c'est pas, les gens qui défendent le mouvement n'utilisent pas ce mot-là. Alors là, on l'entendait à l'instant dans la bouche de Nicolas Bavrez, l'essayiste. On l'a aussi lu sous la plume du sociologue Pierre Merle, qui écrit que le mouvement des Gilets jaunes rappelle les jacqueries de l'Ancien Régime et des périodes révolutionnaires. Ça nous fait remonter quand même au XIVe siècle. Vous l'évoquiez dans un contexte marqué par la guerre de 100 ans, un sursaut désespéré des gueux, écrivez-vous, sur le point de mourir de faim. Des Jacques du XIVe, à Victor Hugo, que vous mentionnez dans votre dictionnaire, dans son discours de réception à l'Académie française en 1841, qui évoque la populace, l'importance du langage dans l'interprétation des luttes populaires. Quels sont les mots qui ont été utilisés ici et qui en disent long, qui vous ont marqué, en dehors de celui de jacquerie ? Je dirais que vous dire les mots de la part de ceux qui ont commenté le mouvement, parce qu'il y a les deux mots, les langages ne sont pas les mêmes. Bon, on a entendu par exemple Daniel Cohn-Bendit, que j'appelle moi un retraité de la contestation, parler de poujadisme par exemple. Bon, c'est pareil, ça nous rapproche, ça nous rapproche de notre époque, puisque vous savez le mouvement de Pierre Poujade date des années 50. Mais c'est pas non plus pertinent, je dirais, de même que on a vu Bernard-Henri Lévy parler des ligues des années 30. Donc là, tous ces termes-là sont péjoratifs, parce que les ligues des années 30, c'était des ligues fascistes. Donc c'est ramener la lutte des Gilets jaunes au mouvement fasciste. Poujade, c'est un mouvement de petits commerçants et d'artisans qui était effectivement tourné contre les taxes, mais qui est un mouvement organisé avec un parti, qui a des députés, donc on n'est pas du tout dans ces logiques-là. Donc voilà, il faut éviter de raccrocher un wagon à tous ces mouvements péjoratifs. Je crois que c'est un mouvement populaire, disparate, éclaté dans ses revendications, dont on ne sait pas exactement non plus ce qui va devenir. Mais
voilà, respecter aussi ce qui peut se passer pour une fois dans les classes populaires qui accèdent à l'espace public, parce que c'est ça quand même l'enjeu. Donc attendons avant de faire des qualificatifs ou des commentaires. Mais et qui est donc, à vos yeux, Gérard Noiriel, difficilement qualifiable, mais surprenant par certains aspects. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui s'habille de jaune et pas de rouge, qui chante la Marseillaise et pas l'Internationale. Ben oui, mais alors ça c'est intéressant, je dirais, dans les ressources populaires. C'est-à-dire, c'est vrai que le gilet jaune au départ, moi-même, ça m'a un peu surpris, mais quand on y réfléchit, la symbolique du gilet jaune, c'est la détresse. C'est celui qui est ou celle qui sont au bord de la route, en panne, et qui, voilà. Donc, il y a une logique. Et c'est très intéressant, dans la plupart des mouvements populaires, il faut un symbole, il faut une symbolique qui crée de l'identité collective. Et justement, la volonté de se démarquer des symboles qui pouvaient exister auparavant, donc, est apparue avec ce gilet jaune. Bon. En même temps, l'historien des mouvements ouvriers sait que le jaune, ça n'a pas incarné spécialement les mouvements révolutionnaires. Vous savez, les syndicats jaunes, c'est ceux qui collaboraient avec les patrons. Donc, de ce point de vue-là, mais je pense pas qu'il y ait une volonté de s'inscrire dans ce prolongement-là. Mais bon, il y a cette dimension. Puis la Marseillaise, oui, elle s'impose au détriment de l'international. Puisqu'auparavant, les révolutionnaires chantaient l'Internationale et avaient le drapeau rouge. Maintenant, on retourne vers le drapeau bleu-blanc-rouge et la Marseillaise, mais on peut dire aussi que, à l'époque révolutionnaire, la Marseillaise a été aussi un chant révolutionnaire. Peut-être une manière de réactiver cette dimension révolutionnaire de l'hymne. Alors on entendait le député France Insoumise François Ruffin qui a rejoint les cortèges samedi lors de la mobilisation raconter qu'il avait lui aussi été un peu victime au départ de ce brouillage des couleurs, de ce gilet jaune dans lequel ou à travers lequel il voyait aussi la possibilité de rendre visible une France jusqu'ici invisible jusque dans la nuit. Des jaunes et pas des rouges. Vous évoquiez les rapports entre le patronat et les syndicats. Est-ce que vous avez été surpris par la frilosité des syndicats à soutenir ce mouvement? Philippe Martinez dit qu'il est conscient aujourd'hui des tiraillements de son organisation, mais que ce mouvement des Gilets jaunes ne le gêne pas. Ce qui nous gêne, c'est ceux qui essayent de le récupérer. On a vu quand même des mouvements syndicaux hésiter de la CGT à la CFDT à prendre part à ce mouvement, à l'appuyer, à le soutenir et à l'encourager. Pourquoi? Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a l'angoisse d'être étiqueté comme ceux qui récupèrent un mouvement. Donc c'est quand même difficile. Mettez-vous à la place des syndicats. S'ils n'y sont pas, on leur dit qu'ils ne s'y intéressent pas. S'ils sont dedans, on dit qu'ils récupèrent. Il faut aussi tenir compte de ces contradictions-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est un mouvement qui pose des questions aux organisations syndicales, aux partis de gauche, pour savoir comment avoir une bonne attitude, qui ne soit pas une attitude de récupération au sens où on voudrait canaliser un mouvement à lui faire dire la même chose que les partis peuvent dire, etc. Mais en même temps qui soit construit de manière généreuse, c'est-à-dire d'encourager le mouvement, de le développer, parce qu'il y a des potentialités très intéressantes. Mais dans une lutte sociale, ça part, on parlera peut-être tout à l'heure, mais ça part toujours dans tous les sens. C'est pour ça que quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de culture politique, etc., ça peut déboucher sur des slogans, on les a vus, homophobes, xénophobes, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi que les organisations qui ont des traditions de lutte et qui sont tournées vers l'égalité, vers l'universel, etc., soient présentes dans ces mouvements-là, y compris dans l'intérêt des Gilets jaunes. Mais ça nous dit quelque chose aussi de la faiblesse des syndicats aujourd'hui, Oui, alors ça, il y aurait tout des choses, je l'ai fait d'ailleurs, mais une analyse à faire sur les transformations, ce que j'appelle à la suite de Bernard Manin la démocratie du public, c'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui une crise des partis, la démocratie de parti, comme on disait depuis la fin du 19e siècle, est en crise, et on voit aujourd'hui une nouvelle forme de démocratie où les médias sont beaucoup plus présents, et les réseaux sociaux, etc., et qui recomposent autrement les collectifs, les formes de mobilisation. C'est ça qui est difficile à comprendre aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans un phénomène nouveau. On a aujourd'hui, Gérard Noiriel, un mouvement sans tête, même si quelques voix commencent à se distinguer, un mouvement en tout cas spontané. Jusqu'ici, c'était sa force. Est-ce que ça peut devenir une faiblesse ? Il est évident que, d'abord, sur la spontanéité, on pourrait déjà s'interroger. Moi, c'est la question que j'ai posée. Si vous voulez, comment expliquer qu'un mouvement spontané puisse éclater en même temps sur tout le territoire national? Il faut bien qu'il y ait de la coordination.
on va dire les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je pense que les chaînes d'infos continues ont joué un grand rôle et il faudrait faire des études. Là, c'est des hypothèses, parce que moi, je suis chercheur, je n'affirme rien sans l'avoir prouvé normalement, mais mon hypothèse et ce que j'ai vu en tant aussi que citoyen, c'est ça. C'est-à-dire que si on compare la façon dont les chaînes d'information continues ont rendu compte de la lutte des cheminots, par exemple, et celle des Gilets jaunes, il n'y a pas photo. On a même vu des journalistes endosser avant la première manifestation un gilet jaune. Donc c'était l'idée c'est le mouvement de la France profonde qu'on oppose justement aux syndicats et aux partis existants. Donc c'est un facteur qui a, à mon avis, favorisé, qui n'a pas créé, mais qui a favorisé le mouvement et qui aujourd'hui est à la croisée des chemins, parce qu'effectivement, dans ce qui s'est produit aussi sur les violences à l'égard de certains journalistes, c'est tout à fait scandaleux, déplorable, mais ça exprime quand même un ressentiment qui vient des Gilets jaunes, donc qui était encouragé au départ par les médias et qui se sont sentis trahis du fait que les chaînes de télé aient mis l'accent sur les casseurs. Et là, on a une logique proprement médiatique qui est qu'il faut toujours faire le spectacle. Donc, on va privilégier les casseurs sur le mouvement. C'est pas nouveau, mais les Gilets jaunes se sont rendus compte de ça. Donc, il y a cette dimension-là. Et maintenant, effectivement, un mouvement sans cadre, sans porte-parole, évidemment, il arrive vite à ses limites. À la fois pour les mots d'ordre, ça reste, pour l'instant, il y a une unanimité parce que c'est flou, c'est contradictoire. On sait qu'il y a des interprétations contradictoires, des gens qui ont des intérêts contradictoires, des tentatives aussi de récupération, etc. Et ensuite, il faut canaliser, il faut discipliner un mouvement. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, je le montre dans mon livre, nous rappelle ça. Donc, c'est ce qui va se produire. Et donc, là, il y a de nouvelles contradictions qui émergent. Parce qu'il faut des porte-paroles. Mais si vous avez des porte-paroles désignés, ça se fait au détriment de ceux d'en bas ou de ceux qui avaient eu spontanément accès à la parole. Il y a donc des enjeux qui ne sont pas nouveaux. Je dis, toute l'histoire des organisations, finalement, peut être retrouvée à partir de là. Donc, la discipliner, organiser, choisir des gens qui vous représentent, tout ça, ça fait partie, oui, des mouvements quand ils veulent durer. Alors pas une jacquerie, Gérard Noiriel, on l'aura compris, mais peut-être une révolte populaire 2.0 par l'usage qui a pu être fait des réseaux sociaux pour mobiliser et coordonner les actions, relayer les pétitions. Quand les médias font l'événement, on se souviendra du film La Commune, Paris 1871 de Peter Watkins, sorti il y a une dizaine d'années, où le documentariste remettait en scène la Révolution avec des acteurs amateurs, chômeurs sans papier, provinciaux et autres, tissant un lien entre 1871 et les révoltes actuelles, dans l'œil des caméras de la télévision versaillaise d'un côté et de la télévision communale de l'autre. Extrait. Nous allons maintenant commencer un interrogatoire comme ça, d'interview des gens du 11e pour savoir un petit peu de quoi ils ont besoin maintenant que tous ces changements sociaux arrivent. Bonjour. Donc de quoi avez-vous besoin? C'est la télé des riches ou des pauvres? Nous sommes la télévision communale. Bon, ça va. De quoi on a besoin? Oui. En tout cas, on va rien demander aux riches. Moi, je veux le dire, on va rien revendiquer non plus. Parce que maintenant, les armes, on les a. Ils sont là. Je vois pas qui va me reprendre mon arme maintenant. Parce que nous, on est le peuple armé. Alors, on va prendre, on va occuper, voilà. Et on va sûrement pas les prier Monsieur Thiers ou d'autres pour nous faire des réformes. Des réformes, on n'en veut pas. C'est la révolution aujourd'hui. On a sué. Depuis le temps qu'on sue. Et bien aujourd'hui, on a les armes, on prend tout ce qu'ils ont. D'accord, merci beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je fais du travail. J'étais cuisinière dans une famille bourgeoise et puis ils m'ont licenciée. Alors maintenant, j'ai plus rien. Alors ce que je veux, c'est du travail. Je lave le linge, n'importe quoi, mais je veux travailler. Qu'on me donne la possibilité de travailler. Voilà, on a envie de souligner la similitude de ce que pourraient être aujourd'hui les revendications. Là, les personnes témoignent devant l'œil donc des caméras, celle de la télévision communale. Vous évoquiez la place des télévisions dans l'écho, comme chambre d'écho de cet événement depuis quelques jours. BFM TV qui a été particulièrement ciblée ou évoquée. Est-ce qu'elle incarne pour vous la télévision versaillaise ou la télévision communale dans ce dispositif? Je n'utiliserai pas ces termes-là parce que le rôle d'un chercheur, c'est d'analyser des mouvements, pas de dénoncer. On est dans un monde comme ça, avec des partenaires. Peut-être que les journalistes de ces chaînes devraient faire plus d'analyse de leur propre rôle dans nos situations, des contraintes qui pèsent sur eux. Tous les acteurs sociaux sont pris dans des contraintes et leur contrainte, elle est d'ordre économique. C'est une chaîne privée qui vit de la publicité, etc. Et donc, il faut faire de l'audience. Et on sait que ce mouvement leur a procuré davantage d'audience. Mais l'audience, c'est leur définition du populaire.
à eux. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte de contradiction. On favorise un mouvement parce qu'il sort des cadres, qu'il est original, qu'il a des mots d'ordre aussi très généraux qui peuvent arranger les libéraux, parce que non aux impôts, on voit qui sait aussi que ça peut servir. Mais donc on lui donne de l'audience, et puis en même temps, on est obligé de faire le spectacle. Alors si toute la journée, parce que ça a été relayé minute par minute, du matin au soir, vous vous contentez de montrer des papillons gilets jaunes qui défilent tranquillement, les gens se lassent et ferment leur poste. Donc du coup, c'est pas rentable. Donc il faut du spectacle. Et c'est pour ça que il y a la tentation constamment, dès le début, d'ailleurs on disait ça chauffe, ça commence à devenir de pire en pire. Enfin, il y avait une annonce de ce qui s'est produit finalement, des violences, et on met l'accent là-dessus. Et du coup, le mouvement populaire, eh bien, commence à prendre ses distances, et donc il y a une sorte de contradiction. Donc je pense, moi, on est dans une époque où il y a une crise de la représentation du peuple. Et cette crise, elle affecte les partis politiques, mais elle affecte aussi les médias. À cause de ces contradictions-là que je viens d'évoquer, même au niveau presque économique de la chose, vous voyez. Donc il y a la dimension politique, je pense qu'elle existe, on peut discréditer les syndicats à la gauche, je pense que pour ces chaînes-là, c'est tout bénéfice. Mais il y a aussi une dimension proprement économique, et voilà, ils oscillent entre deux positions. Alors, en attendant, vous l'évoquez, ce mouvement remplit un vide à la fois syndical, politique, le sujet, le cœur de la révolte, en tout cas le premier cri, c'était autour de cette augmentation des taxes sur le carburant. Le prix du carburant, c'est comme le prix du blé sous l'Ancien Régime, a dit Jérôme Fourquet d'Ipsos dans l'Obs. Est-ce que vous acceptez cette comparaison historique ? Dans une certaine mesure, oui, mais sauf que, toutes les révoltes populaires que j'ai analysées, donc depuis dans une histoire populaire de la France, voilà, depuis Jeanne d'Arc, je montre bien que, vous savez, les historiens spécialistes de l'histoire de la paysannerie montrent que jusqu'au XVIIIe siècle, les paysans ont constamment vécu à la limite de la survie. La régulation, c'est la démographie, c'est-à-dire c'est la mort. Donc c'est des gens qui sont, les révoltes, elles s'expliquent parce que les gens, ils crèvent de faim, alors qu'ils crèvent de faim ou qu'ils soient fusillés par l'armée du roi, pour eux, à la limite, ça change pas grand-chose. Alors que aujourd'hui, quand même, on peut se passer de voiture, enfin, dans une certaine mesure. Je dirais qu'il y a quand même un changement global dans la société. Mais ce qui est vrai... Pas tous, c'est effectivement ce que les témoignages révèlent aujourd'hui. C'est que les gens, c'est pas si simple pour certains de se passer de voiture, c'est pas forcément un choix. Voilà. Donc ça peut, étant donné la société de consommation, l'enchaînement au crédit, enfin toute série de facteurs, les gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour aller travailler, évidemment, sont dans des contraintes qui effectivement se rapprochent de celles qu'on pourrait dire du monde rural avant la Révolution française, même si c'est plus autour de la vie et de la mort, mais enfin, malgré tout, oui, c'est des choses extrêmement problématiques. C'est une révolte contre l'impôt, et vous montrez dans votre Histoire populaire de la France, Gérard Noiriel, qui paraît chez Agone Éditions, que c'est un motif traditionnel de lutte, que c'est pas forcément une nouveauté. Je vous propose d'écouter les mots de l'ancien président de la République, François Hollande. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Il n'y a pas plus grande force intellectuelle que de réfléchir à la répartition des richesses dans notre pays. S'il n'y a pas de sujet plus politique que la fiscalité, et si la fiscalité dans l'histoire a eu cette place, je rappelle ce qu'ont été les conditions de certaines révoltes, voire même de la Révolution, ou de la contestation de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune à d'autres époques, c'est parce que la fiscalité est en soi très politique. Elle modifie des patrimoines, elle modifie des revenus, elle modifie des règles dans la société, elle prend aux uns pour donner aux autres. S'il y a vraiment un sujet qui est politique, et de ce point de vue-là, je revendique ce sujet. D'abord, l'impôt, il sert pas à rien. C'est pas simplement d'envoyer des signaux pour consommer mieux. L'impôt, c'est fait pour financer des infrastructures, des services publics et des prestations. Donc, il faut revendiquer, quand on lève un impôt, ce qu'on fait de cet impôt. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir, c'est qu'il a levé des impôts supplémentaires sans dire ce qu'il allait en faire et qu'il a baissé des impôts qui étaient ceux des plus privilégiés. À un moment, ça coince. Voilà, ça coince. C'est ça qui coince aujourd'hui pour vous aussi, Gérard Noiriel ? Oui, je pense qu'effectivement, la question de l'impôt, je dis même dans mon livre que le peuple français s'est structuré
à la fois avec et contre l'impôt, parce qu'il n'y a pas d'État sans impôt. Vous avez deux piliers, c'est l'armée et l'impôt. L'armée cherche est là pour récupérer l'impôt chez les paysans, et les revenus des paysans servent à payer l'armée. Donc on a une structure de base, donc on la voit apparaître de manière définitive justement au XVe siècle. Et ensuite on voit aussi que les premières révoltes paysannes sont très très souvent des luttes antifiscales, parce qu'effectivement il y a le sentiment aussi d'injustice. François Hollande y insistait un peu à la fin, c'est-à-dire que quand vous avez les plus riches, c'était le cas jusqu'à la Révolution française, qui payent pas l'impôt et que les paysans sont écrasés de charges, c'est un motif de révolte, voire de révolution. C'est pour ça que un des enjeux majeurs de la Révolution, c'est le consentement à l'impôt. La transparence de l'impôt, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs. Voilà, et vous évoquez le refus de la dîme sous l'Ancien Régime, avec le discrédit qui touchait aussi discrédit qui touchait curés, par la conviction que quand les curés faisaient en gros leur boulot de curé, enfin voilà, donc les paysans pouvaient considérer que c'était normal qu'ils le rémunèrent, mais quand l'absentéisme des curés, qui était fréquent à l'époque, etc., était vu effectivement comme une sorte de trahison, ça a été un des facteurs qui explique la réforme protestante. Donc on voit bien qu'à différentes époques, dans des contextes évidemment très variables, la question de l'impôt revient parce qu'elle engage effectivement la citoyenneté. Là, il y a deux choses qui minent éventuellement ce consentement à l'impôt. Il y a d'abord la question de la transparence, c'est-à-dire cette taxation supplémentaire, à quoi va-t-elle servir? Est-ce que c'est une fiscalité vraiment écolo? Est-ce qu'elle va vraiment servir à financer la transition écologique? Et puis la deuxième chose qu'évoquait François Hollande, c'est la question de la redistribution. C'est-à-dire qu'on vit aussi aujourd'hui dans une société où certains ont le sentiment de ne plus avoir accès à cette redistribution, avec dans certaines régions de France le retrait des services publics qui est assez manifeste, et c'est aussi ça qu'on entend, que vous entendez à travers ces mots-là? Oui, ça me paraît tout à fait évident, de ce sentiment que les gens payent des impôts et n'ont pas de retour par le fait. Donc ça, je crois que c'est un facteur important, combiné avec aussi ce qui est... Parce que c'est tombé aussi dans une conjoncture avec Carlos Ghosn, enfin, vous voyez, donc tous les Français ont en tête le fait que les privilégiés vont dans des paradis fiscaux, donc on retrouve une structure qui rappelle presque celle de l'Ancien Régime. Là, ne faisons pas d'anachronisme, mais dans le sentiment, la perception des classes populaires, il y a effectivement très fortement cette idée aussi d'une injustice qui est très forte. On l'entend bien dans les propos des Gilets jaunes. France Culture, il est 13h23 avec notre invité, l'historien Gérard Noiriel, à l'occasion de la parution de son Histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours, qui paraît chez Agone Éditions. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Conception, perception, j'attrape votre balle au bon, Gérard Noiriel. Dans le dernier chapitre de votre dictionnaire, de votre Histoire populaire de la France, vous vous interrogez sur la politique d'Emmanuel Macron. De quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom? Vous avez terminé ce livre en mai 68, vous voyez, presque en mai 2018, donc un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Et vous vous demandez si cette élection, qui a été surprenante pour beaucoup, l'apparition de ce parti, mouvement qui s'est fait très rapidement, va représenter ou a représenté une rupture réelle dans l'histoire populaire de la France. Quelle connaissance d'abord pour vous, Emmanuel Macron, a-t-il des classes populaires? Quelle conscience de ces fractures? Je voulais dire, avant que c'était pas un dictionnaire, vous avez dit deux fois dictionnaire, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire un récit. Donc c'est une histoire où j'utilise la rhétorique du récit pour essayer d'expliquer des choses d'une manière simple, parce que je ne veux pas m'adresser uniquement au public des spécialistes. Alors, ni dictionnaire, ni encyclopédie, une histoire populaire. Peut-être ça viendra, parce que j'aurais pu en écrire un dictionnaire vu le nombre de choses qu'on aurait pu dire. Mais là, voilà, même si le livre fait 800 pages, c'est une forme de récit. Et effectivement, ça m'a frappé, parce que j'étais en train d'écrire la fin du livre. Et puis, comme je suis socio-historien, l'histoire, pour moi, a toujours pour finalité d'éclairer le présent, d'aider les citoyens à comprendre le présent dans lequel ils vivent. Et donc là, il y avait juste cette élection qui a été présentée effectivement comme un tournant dans notre histoire, etc. Donc j'ai dit comment je peux aborder ça. Je ne voulais pas le faire en termes politiques, parce que je me refuse en tant qu'historien. Voilà, je pense que l'historien, il doit expliquer, comprendre, mais il ne doit pas se transformer en porte-parole de quelque cause que ce soit.
Et donc j'ai analysé le programme de présidentiel d'Emmanuel Macron qui s'appelle Révolution. Et j'ai vu que l'histoire avait une très grande place dedans, donc ça tombait bien pour moi. Et j'ai comparé ce que j'avais moi trouvé ou écrit dans mon histoire populaire et ce qu'il en racontait lui. Et j'ai été effectivement frappé de voir que les classes populaires n'avaient pas de place. Il y a une ignorance totale pour Emmanuel Macron. C'est uniquement les élites, la classe moyenne, voilà, les ingénieurs, les artistes, etc., qui ont fait avancer l'histoire de France, qui, moi, me paraît tout à fait faux d'un point de vue historique, parce que ce que je montre dans le livre, c'est la dialectique, les relations entre ceux d'en haut et ceux d'en bas qui ont fait avancer les choses. Donc là, il y a évidemment effectivement, ce qu'on peut appeler un ethnocentrisme de classe CSP+, si on veut dire, qui apparaît dans sa vision de la société, de l'histoire, et ça rejaillit après dans sa politique. Donc Gérard Noiriel, vous allez lui envoyer votre livre. Si il avait retenu les leçons de cette histoire populaire de la France que vous nous racontez, en quoi sa réaction aurait été différente ? Alors, je vais vous faire un scoop, je lui ai envoyé. Bravo. Déjà. Je veux dire, ça me paraît... C'est conséquent, en tout cas, c'est logique. Oui, c'est logique. Quand vous parlez de quelqu'un, la moindre des politesses, c'est de lui transmettre. Et donc, il m'a répondu avec la moindre des politesses également par un petit mot en disant qu'il allait lire attentivement et qu'il était sûr qu'il en tirerait un grand profit. J'ai pas vu de transformation fondamentale dans sa politique, mais bon. Il n'a pas eu le temps encore. Il n'a pas encore eu le temps. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il prenne quelques vacances peut-être pour approfondir les thèses du livre. Aidons-le un peu. Alors, quelles seraient les leçons à retenir de cette histoire populaire ? Les leçons, c'est justement de comprendre, je dirais, parce que parfois, moi, je pense qu'il y a une certaine naïveté, si vous voulez. Vous voyez, c'est comme je raconte dans le livre à propos de Victor Hugo. Victor Hugo, c'était un peu pareil au début. Il venait d'un milieu très privilégié. Il utilise ce mot populace pour parler des ouvriers. Et puis, on a donc un écrivain ouvrier qui s'appelle Jacques Vinsart, qui écrit à Victor Hugo en disant, mais c'est une insulte pour nous. Et Hugo, c'était pas de mauvaise volonté. Il ne vivait pas dans ce monde-là. Donc, je pense que voilà, c'est par tout un travail qui pourrait passer déjà. Je pense que ce travail, et peut-être il est en train de le faire, ou il va nous le préparer, puisqu'on attend des mesures là qui doivent relancer la participation, mais tenir compte, être plus attentif à ce qui se passe dans les milieux populaires, et de voir aussi ces ressources qui existent dans les milieux populaires et s'appuyer là-dessus, redonner une dimension à une citoyenneté directe, à des formes de participation, utiliser ces nouvelles technologies. C'est ce que je montre dans les livres aussi, c'est que c'est le côté positif des nouvelles technologies. Elles peuvent recréer du lien direct, enfin qui est indirect puisque c'est médiatisé par des machines, mais Facebook, tout ça peuvent redonner. Beaucoup de gens s'en servent d'ailleurs aujourd'hui dans les mouvements militants, écologistes, etc. Donc il y a des ressources qui devraient être exploitées. C'est pour ça que je dis aussi dans ma conclusion qu'il faudrait que Emmanuel Macron accorde davantage d'attention à l'éducation populaire, parce qu'il se trouve que j'ai fondé une association d'éducation populaire qui s'appelle DAJA, D-A-J-A, un site internet où on explique tout ce qu'on fait. Et je vois aussi combien on réduit les budgets pour tous les gens qui sont dans l'éducation populaire. Et c'est pour moi un drame, parce qu'on coupe aussi des cordons qui nous permettent de relier les classes populaires au reste de la société. Donc un contrat social à renouveler, donc aussi une question démocratique qui est posée aujourd'hui. Et vous relativisez d'ailleurs dans cette conclusion la rupture incarnée par Emmanuel Macron, notamment dans l'hémicycle, parce qu'on a parlé d'un hémicycle totalement renouvelé avec une société civile en force. Vous montrez que la fracture là aussi reste réelle et qu'il y a beaucoup de choses à repenser. Merci beaucoup à vous Gérard Noiriel, je vais le dire bien au moins une fois, une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours. Votre livre vient de paraître chez Agone Édition. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a programmé et préparé cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.